Alors Winkelmann est un Allemand, né dans le nord de l'Allemagne, qui fait des études de latin et de grec, qui devient instituteur dans les familles de la bourgeoisie du coin, et puis il a la chance de devenir bibliothécaire dans le château d'un des plus grands personnages de la région. Et de là, il peut arriver à Dresde et connaître le milieu artistique et intellectuel de Dresde. C'est à Dresde qu'il se convertit au catholicisme, ce qui lui permet de se rendre en Italie et de vivre à Rome. C'est à Rome qui, en visitant les monuments et les collections privées romaines, les grandes collections d'antiquités, il conçoit le projet de rédiger une histoire de l'art dans l'Antiquité. Et ce projet se réalisera, mais l'ouvrage sera rédigé en allemand, sera publié à Dresde à la toute fin de l'année 1763, mais avec la date imprimée 1764. Il continuera après à Rome à travailler et il écrira des travaux moins importants du point de vue du contenu et de la dimension, en particulier sur les antiquités de Naples, qu'il a la possibilité de voir, d'Herculanum surtout. Et puis, il rédige son dernier ouvrage en italien, I Monumenti Antichi Inediti, qui est davantage dans la veine des travaux des antiquaires romains. Et avec une espèce de crise mélancolique, il a envie de revenir dans le Nord, et donc de revoir un peu ses pays d'origine, mais il fait un demi-tour. Une fois arrivé en Autriche et dans le sud de l'Allemagne, il reviendra en arrière et ce demi-tour lui coûtera très cher parce qu'il sera assassiné à Trieste en 1768. Winkelmann est né en 1717 et il est mort en 1768. Et donc les années 2017-2018 correspondaient au 300e anniversaire de sa naissance et au 250e anniversaire de sa mort. Et à cette occasion, la Winkelmann Gesellschaft à Stendal a organisé et coordonné dans toute l'Europe une série de manifestations, des congrès, colloques, expositions, publications diverses. Et à l'initiative d'Alain Schnapp, qui voulait qu'il y ait un événement qui s'inscrit dans ce cycle en France, on a organisé un colloque à l'Institut national d'histoire de l'art et au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. L'idée tout de suite, quand on a organisé ce colloque, ça n'a pas été de célébrer de manière assez convenue le grand homme qui est devenu Winkelmann pour nos disciplines, mais véritablement de se replonger dans ses écrits pour essayer de proposer de nouvelles approches et de nouveaux regards. Puisque Winkelmann est considéré, et à raison, comme un des pères fondateurs de l'histoire de l'art, un père fondateur de l'archéologie, un théoricien du beau idéal qui a théorisé la perfection de l'art grec. Et donc sa figure est entourée de beaucoup d'idées reçues qui finalement empêchent souvent de percevoir, qui figent en fait l'homme et ses écrits. Ces écrits qui sont extrêmement foisonnants, extrêmement riches et qui en plus ont évolué tout au long de sa vie. Et donc Daniela Gallo a proposé pour une nouvelle porte d'entrée pour étudier Winkelmann, et c'était de s'intéresser aux œuvres d'art et à la matérialité des œuvres d'art, en se posant des questions du type, mais à part la grande statuaire en marbre que l'on connaît si bien, est-ce que Winkelmann s'est intéressé à d'autres types d'œuvres? Comment est-ce qu'il a considéré les reliefs, les peintures, les vases grecs? Quel regard il portait sur ces objets, sur ces œuvres? Est-ce que c'était le regard d'un savant? Est-ce que c'était le regard d'un artiste? Comment est-ce que tout ça s'inscrivait dans son temps? Est-ce qu'il était en rupture ou au contraire dans une certaine continuité? Dans cet ouvrage, on a la contribution de 10 historiens de l'art d'horizons très variés qui se sont penchés sur ces questions et qui donc offrent un panorama assez complet de l'œuvre de Winkelmann avec une approche renouvelée. Et qui de plus est un des seuls ouvrages disponibles récents en français sur Winkelmann. Winkelmann a été traduit tout de suite
à partir de 1755, pour ce qui concerne la réflexion sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et sculpture qu'il a publié à Dresde avant de partir pour Rome. La Geschichte aussi est traduite très rapidement en français dès 1766, mais assez rapidement on se rend compte que ces traductions ne sont pas très bonnes, et donc il y a toute une série, et il y en a 3 en particulier. La plus importante est celle de 1781, parce qu'elle comporte une biographie sur l'auteur, et c'est la première biographie rédigée et publiée sur Winckelmann. Suivront des traductions en italien et plus tard en anglais, mais le texte est considéré comme important et donc comme indispensable, surtout pendant la période révolutionnaire en France, pour les jeunes. Donc un exemplaire de l'histoire de l'art dans l'Antiquité doit être présent dans les lycées et aussi dans les écoles d'art. Mais cela ne signifie pas qu'on l'a forcément vraiment lu. Et du point de vue de l'influence sur la création artistique, peut-être on commence à en voir, surtout dans le domaine de la sculpture, à partir des années 1780, mais de mon point de vue, pas tellement auparavant. Et puis, il y a comme un oubli et surtout une critique érudite. Une critique érudite de la part des savants, des antiquaires, des experts dans le domaine des antiques, parce que à Paris, dans le musée Napoléon, étaient arrivées les œuvres considérées comme les plus importantes du panthéon de la sculpture antique en particulier, dans la galerie des antiques, et Ennio Quirino Visconti, qui est un antiquaire romain qui est venu à Paris pour des raisons politiques et qui est devenu le conservateur de cette galerie des antiques, commence à souligner quels sont les manques de l'histoire de l'art de l'Antiquité. Donc on peut à la fois, on se détache de ce texte, et surtout, dans le courant du XIXe siècle, et en France en particulier, Winckelmann devient un peu le synonyme du beau idéal, du retour à l'antique, c'est-à-dire de tout ce qu'on déteste désormais dans la création par les artistes de l'avant-garde. Et donc, il est ou critiqué, farouchement critiqué par exemple par Louis Courageau dans ses cours à l'école du Louvre à la fin du siècle. Et c'est seulement à partir des années 1910-1920 qu'un peu à la fois on le redécouvre, mais on le redécouvre comme homme. C'est une histoire personnelle, c'est son itinéraire personnel qui devient intéressant. Et il y a un Allemand de Paris, Ferdinand Bach, qui publie en 1929 la première biographie de Winckelmann. C'est une biographie qui accorde beaucoup d'importance à la psychologie du personnage, à ses liens avec le cardinal Albani, et il compare Winckelmann à Angelika Kaufmann, qui est une peintre, une femme peintre de son époque, dont il était ami, qui a un peu aussi eu une vie personnelle triste. La vraie redécouverte du point de vue scientifique arrive seulement dans l'après-guerre, dans les années 50, d'abord dans le milieu des germanistes, donc ce sont d'abord des traductions, et les réflexions sur les œuvres, l'imitation des œuvres grecques en peinture et sculpture, c'est la première. Et puis, un peu à la fois, on relira les textes, et à partir du bicentenaire de la Révolution française, donc à la fin des années 1980, et surtout grâce à Édouard Pommier, la redécouverte sera vraiment réelle. Il y aura des colloques, des conférences, jusqu'au point qu'on rééditera des textes. Et en 2005, le livre de poche publiera une nouvelle édition française annotée de l'histoire de l'art de l'Antiquité. Alors, on l'a dit, Winckelmann est né dans une petite ville d'Allemagne, dans un milieu modeste, puisque son père était cordonnier. Et puis, grâce à sa position bibliothécaire auprès du comte Heinrich von Bülow, il va découvrir donc Dresde et ses trésors artistiques. Et c'est là qu'il écrit ce premier ouvrage, Les réflexions sur l'imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture. Et ce premier ouvrage, donc, qui est écrit par un inconnu alors de 38 ans, n'est pas vraiment une étude savante, mais c'est plutôt un pamphlet, et un pamphlet même assez décousu, par moments assez fantasque, et qui, comme Daniela l'a dit, en fait, va lui servir à se faire connaître et à sortir de l'anonymat. Et pour faire un peu faire mousser la polémique autour de son écrit, il va même utiliser une ruse éditoriale, puisque il va écrire lui-même une argumentation contre
son ouvrage sous forme d'une lettre ouverte anonyme évidemment. Et ensuite, dans un troisième temps, il va, à son nom, réfuter ces arguments qu'il avait lui-même développés pour mettre en scène comme ça une controverse, et qui va même, et ces deux textes donc, vont même être adjoints aux réflexions sur l'imitation des œuvres grecques dans la réédition l'année suivante, en 1756. Donc c'est vraiment une mise en scène qui, en plus, est d'autant plus piquante qu'à l'époque où il écrit ce premier ouvrage, il n'a connu que les œuvres de Dresde, alors qui était certes un grand foyer artistique de l'Europe du Nord, mais pour les œuvres antiques, il en a vu très très peu. Et en fait, il les connaît surtout par les écrits, et puis par des reproductions, les gravures ou des moulages. Et donc on peut dire que quand il affirme de manière très péremptoire la supériorité de l'art grec à ce moment-là, en fait, il n'a quasiment vu aucun original. Et donc c'est vraiment une sorte de coup de poker pour se faire connaître. Et ça marche, puisque effectivement le texte a beaucoup de retentissement, et ça lui sert en quelque sorte de carte de visite pour avoir les appuis des puissants pour pouvoir continuer sa carrière. Et donc sa carrière dès Dresde, en fait, elle est aussi un des moteurs importants, c'est aussi sa relation avec les artistes. Et à Dresde, il devient ami avec Adam Friedrich Oeser, un peintre et sculpteur qui va même l'héberger quand il emménage à Dresde, et qui va lui donner des cours de dessin. Et ensuite, quand il vient à Rome, il va aussi fréquenter beaucoup d'artistes. Le premier étant Anton Raphael Mengs, qui va devenir son ami et avec qui il va aussi habiter un temps. Et cette relation qu'il a entretenue toute sa vie avec les artistes, c'est vraiment une des clés importantes pour comprendre son œuvre. Il dit dans des lettres plus tard dans sa vie qu'il aurait voulu lui-même être peintre dans sa jeunesse et que ses parents l'en ont empêché. Et donc cette vocation jeune, ces cours de dessin, cette fréquentation des artistes façonne son œuvre, façonne sa façon de voir les œuvres. Ça lui permet d'approcher les œuvres antiques et de les décrire en fait comme si c'était des œuvres modernes. Et finalement, c'est sans doute un des aspects qui ont beaucoup marqué ses contemporains, puisque ses écrits, dont le style très particulier a beaucoup frappé, peuvent se comprendre en fait aussi dans cette tension entre un monde savant, le monde des antiquaires, qu'il connaît très bien évidemment, il a lu tous les écrits, et qui est volontiers austère, et puis le monde sensible des artistes de son temps qu'il a côtoyé toute sa vie.